Voilà, bonjour. Aujourd'hui, je vais finir les problématiques d'action propre. Puis après, on va prendre des cas. Action propre, c'est toujours des éléments concernant les fonds propres. Je rappelle qu'on est dans la rubrique des fonds propres. La société anonyme peut acquérir, si elle le souhaite, ses propres actions. Ça fait spécial. Elle peut acheter ses propres actions, mais alors sous condition. 1. Valeur nominale des propres actions ne dépasse pas 10% du capital action, 20% dans certains cas, si l'acquisition, c'est assez rare, est liée à des problèmes de restriction, de transmissibilité, certaines actions nominatives voient leur transmissibilité restreinte. Si c'est le cas et si l'objectif de l'achat, enfin c'est lié cet achat à cette restriction, on pourrait aller jusqu'à 20. Le but ici, c'est que le législateur dit, mais oui, la société, elle ne peut pas détenir une part trop importante de son capital. C'est quand même les actionnaires tiers qui doivent supporter ce risque actionnaire. Puis deuxième condition, alors ça, elle est très claire, logique. La société, en rachetant ses propres actions, elle verse de l'argent aux actionnaires. Vous voyez, vous êtes actionnaire, vous vendez vos actions à la société, elle vous verse du cash. Alors, le législateur dit, elle vous verse du cash comme si on vous versait un dividende, finalement. D'accord, ce n'est pas un dividende juridiquement, mais l'opération économique, c'est celle-là, c'est qu'on vous restitue de l'argent en tant qu'actionnaire. Pour ça, il faut des réserves libres, on l'a vu quand on a parlé du dividende, des réserves librement disponibles, du résultat reporté, etc., qu'on pourrait verser comme dividende. Jusqu'à concurrence du coût d'acquisition des actions propres. Parce que, on comprend bien, imaginez l'entreprise qui se dit « ouais, c'est le moment de distribuer le cash parce que ça commence à sentir mauvais, il commence à y avoir des problèmes. Allez, on verse le dividende aux actionnaires tout ce qu'on peut. Puis après, on verserait encore de l'argent en rachetant les propres actions. Mais au bout d'un moment, les créanciers sont complètement floués. Ce que le législateur ne veut pas, l'actionnaire doit prendre le risque d'actionnaire. On peut lui verser des réserves librement disponibles, si c'est fait, on ne va pas encore verser davantage. En rachetant ses propres actions, le droit de vote, ce serait le conseil d'administration qui pourrait l'utiliser. Ça fait bizarre, il n'a pas investi le conseil d'administration. Alors le droit de vote est suspendu. Vous voyez, le droit de vote, il appartient à l'actionnaire, mais qui a quand même pris ce risque d'actionnaire, qui a investi. Droit de vote suspendu. Le deuxième point, c'est un peu spécial. Si une entité contrôlée achète des actions de la société mère, vous voyez, vous dites, bon, nous, on ne peut pas acheter nos actions. Alors, on va donner instruction à notre filiale qu'on contrôle de, elle, acheter nos propres actions. Vous voyez, on contourne l'esprit de la loi. Le législateur dit, dans ce cas, les mêmes conséquences s'appliquent, le droit de vote est suspendu et la société mère doit elle-même détenir une réserve librement disponible. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire « j'ai pas de réserve suffisante, alors je passe par ma filiale ». Dans ce cas, si on passe par la filiale, la société mère, on achète les actions de la mère, doit elle-même avoir une réserve libre, elle doit bloquer cette réserve par une écriture, réserve libre au débit qui diminue du montant du coût d'acquisition, à crédit, un poste qui s'appelle réserve pour action propre. Vous voyez, c'est réserve à réserve. Réserve au débit, réserve à crédit. Mais cette réserve pour action propre, elle est bloquée, on ne peut plus la distribuer. Ce n'est plus une réserve librement disponible. Voilà, donc assez logiquement, le législateur était jusqu'au bout du problème. Il s'est dit, mais si la société elle-même ne peut pas racheter ses propres actions, elle n'a pas les réserves suffisantes, eh bien, on ne peut pas contourner l'esprit de la loi en disant, passons par notre filiale, on lui donne l'instruction de racheter nos propres actions. Il faut d'abord que la société mère ait une réserve libre, librement disponible, qu'elle-même pourrait racheter ses propres actions.
Au bilan, les actions propres sont en réduction des fonds propres. Vous voyez, actions propres au débit, liquidité au crédit. Débiter un poste de bilan, a priori, c'est plutôt un actif, mais on dit non, c'est présenté de l'autre côté. Vous enlevez cet actif, donc vous enlevez du passif. Pour équilibrer le bilan, hein, si vous enlevez de l'actif, il faut enlever le passif. Alors, les actions propres sont inscrites en négatif de manière distincte au bilan, mais dans les capitaux propres. En principe, elles ne sont pas réévaluées, parce qu'on se dit, on a racheté les actions propres, on a versé de l'argent à l'actionnaire, en sa qualité d'actionnaire, comme un dividende. Un dividende, quand vous le versez, ça réduit les fonds propres du montant du dividende, opération terminée. Ben là aussi, on ne réévalue donc pas la position action propre. C'est de l'argent qu'on a dépensé, versé à l'actionnaire, le versement est fait, ça réduit les fonds propres de temps, fini. En cas de cession, le gain et la perte, on accepte l'idée. Dans les normes, on n'accepte pas les deux idées, mais au niveau du Code des obligations, on accepte deux idées possibles. Soit le résultat impacte le perte et profit, donc le gain et la perte touchent perte et profit, soit on peut, les normes le prévoient, impacter directement réserve. Parce qu'on peut se dire, tout ce qui est transaction avec l'actionnaire impacte les fonds propres, c'est logique. Mais là, il y a les deux traitements possibles. Alors, petit exemple, assez simple. A présente des capitaux propres assez importants. Sur ces capitaux propres, 4 millions de capital action. Est-ce qu'on peut distribuer ce montant aux actionnaires? Le capital action, est-ce qu'on peut le distribuer? Je rappelle, le capital action, c'est le nombre d'actions émises, c'est-à-dire les titres de propriété, fois la valeur nominale, la valeur faciale inscrite sur l'action, qui correspond à l'apport minimum. Et non, exactement. La loi l'interdit. La loi est claire, 680 du Code des obligations. La restitution des apports est interdite. Si vous faites un apport, il est acquis pour l'entreprise. Sauf, évidemment, si on mène une procédure, mais alors assez longue et assez compliquée, et puis surtout prévue dans la loi, qui protège les créanciers, procédure de réduction du capital. Alors ça, c'est possible. Mais sans cette procédure qui protège les créanciers, on ne pourrait pas dire « Ah, il y a du capital action, allez, on distribue comme ça aux actionnaires par une simple décision de l'Assemblée générale ». Ce n'est pas possible. La réserve légale issue du bénéfice, 1 800 000, est-ce qu'elle est distribuable? Exactement, elle n'est pas distribuable. Pourquoi? Voilà. Tant que la réserve légale issue du capital et du bénéfice, la somme, n'atteignent pas ensemble la moitié du capital action, la moitié de 4 millions. Donc tant que cette réserve, ces deux réserves, il n'y en a qu'une, il pourrait y en avoir deux, issues du capital, issues du bénéfice, n'atteignent pas ici 2 millions, on n'atteint pas 1,8 million, elle est bloquée, elle sert à couvrir des pertes. Et le résultat reporté, eh bien lui, oui, il est distribuable. Donc on pourrait dire, versons du dividende, jusqu'à concurrence de ces 3 millions, ce serait légal. Alors on pourrait aussi, plutôt que verser un dividende, racheter ses propres actions. Vous voyez, économiquement, ça revient au même, vous versez l'argent aux actionnaires. C'est ce qui est fait. 100 actions, 2 000 chacune. La société va saisir ce genre d'écriture, cette écriture. Action propre, ou propre action, peu importe, liquidité au crédit, parce qu'il faut payer. J'admets que ces actions sont destinées à la revente. « 200 000.
prix de vente, payé. Si ces actions, c'est un peu plus compliqué, sont destinées à être annulées, parce que ça se voit parfois, on rachète pour ensuite annuler dans le cadre d'une réduction du capital, il y aurait une problématique fiscale d'impôt anticipé. On va dire que ce n'est pas le cas ici. D'ailleurs, deuxième opération, un peu plus tard, on revendra ces titres. Alors, est-ce qu'il y a un ajustement en fin de période? Non. On va dire que non. Vous avez acheté 2000 l'action. Alors vous dites elle valent 2200. Il n'y a plus-value. Bien sûr, c'est une action. Si elle est cotée en bourse, rappelez-vous, les actions cotées peuvent être évaluées jusqu'à un juste valeur de 2200 par une plus-value. Mais là, on est dans le cadre d'actions propres, inscrites en capitaux propres, on va le voir tout de suite. Et on accepte l'idée que non, qu'on ne réévalue pas. Que s'il y a une perte, on ne constate pas la perte, non plus. De toute façon, l'argent est sorti. Les capitaux propres sont diminués de 200 000. Si l'action n'est pas cotée, il n'y a même pas à discuter. La plus-value, c'est interdit de constater sur une action non cotée. Pas d'ajustement. Deuxième opération, N plus 1. On vend. « 220 000. Alors, liquidité 220 000. Action propre. Je vais faire en deux étapes une fois. Donc la vente au prix de vente, et puis puisqu'il n'y a plus d'actions propres, il faut solder ces actions propres au débit, 20 000, et ces 20 000, c'est un bénéfice. J'ai acheté 200, je revends 220, oui. On ne vend pas 2500 chacune. Ah, pardon, pardon, 500. Oui, j'ai été trop vite. Ça, c'était la valeur... Attendez, je reprends 200 et puis 50. Voilà. Merci, exactement. Action propre, 50. Donc, on fait une plus-value totale de 50 000. Contrepartie, produit financier, première solution. Ou, c'est aussi possible, réserve. Alors, bien sûr, ce sera imposable, mais... on peut très bien prévoir le poste réserve. Ce serait plus logique, d'ailleurs. Oui. Ce serait réserve issue du capital ou juste réserve? Réserve libre. Non, elle n'est pas issue du capital. Parce que dans le cas de vente à un tiers, la plus-value, on l'ajoute aux réserves issues du capital. Là, Non. Si vous vendez à un tiers, attendez, vous vendez quoi à un tiers? par exemple, si notre action a une valeur nominale de 2000 Oui. et qu'on la revend à 2200, les 200 de chaque action, on met en Ah, capital. non, pas forcément. Ça, c'est en cas d'augmentation de capital qu'on doit passer par la réserve issue du capital. Là, ce n'est pas vraiment une augmentation de capital. On n'a pas suivi d'ailleurs toute la procédure d'augmentation du capital. Au bilan fin N, je vais quand même l'indiquer. Bilan avant la vente. Alors, il y a des actifs, il y a des passifs. Je m'occupe que des fonds propres. Vous voyez, il y a le capital action, on sait, on l'a dit, qu'il est invariable, que s'il bouge, c'est par une procédure d'augmentation ou de réduction de capital. Il n'a pas bougé, il est toujours 4 millions. La réserve,
légale issue du bénéfice. Elle était 1,8 million, elle est toujours 1,8 million. Actions propres, vous voyez, on vient de racheter ces actions propres. On débite un compte. Débiter des passifs, c'est diminuer le passif. Et je l'inscris au bilan, ici, dans les passifs, c'est-à-dire dans les fonds propres. Mais j'ai compris en moins. Alors ça, attention, hein, c'est nécessaire aujourd'hui d'inscrire en moins dans les fonds propres. On va voir l'intérêt de cette inscription. Le résultat reporté ne bouge pas. 3 millions. On voit bien que cette acquisition de fonds propres, d'actions propres, a pour effet de réduire les fonds propres. Vous voyez, les capitaux propres, maintenant, 8 600 000 au bilan. Et regardez cette présentation du bilan. Vous voyez tout de suite ce qu'on peut encore distribuer aux actionnaires. Ça, en rouge, impossible. Si on le fait, ce n'est pas impossible de le faire. Mais alors, moyennant une réduction du capital, toute une procédure qui protège les créanciers. Réserve légale issue du bénéfice, toujours pas distribuable. Qu'est-ce qui reste? L'accolade ici, 2,8 millions. Vous voyez, on voit tout de suite. En inscrivant ces actions propres en moins au bilan, dans les fonds propres, plutôt qu'à l'actif, on voit que sur 3 millions, 200 000 sont déjà dépensés, remis aux actionnaires, qu'il reste, si on voulait verser un dividende, 2 800 000. C'est pour ça qu'on inscrit ces actions propres en passif dans les fonds propres, en négatif. C'est pour montrer ce qu'on ne verrait pas si ces actions propres étaient inscrites à l'actif, c'est pour montrer ce qui reste distribuable. Voilà, peut-être encore, pourquoi est-ce qu'on rachèterait ses propres actions? Un besoin de liquidité. On les rachète d'abord, donc on dépense. Quand on les revend, ça peut être un besoin de liquidité, oui. Diminuer le nombre d'actions en circulation pour augmenter la valeur de celle-ci. Oui, c'est juste. Vous diminuez le nombre d'actions en circulation. Par conséquent, le résultat, le bénéfice que vous allez répartir aux actionnaires, mais pas à vous-même, pas à la société elle-même, aux tiers, eh bien vous allez répartir sur moins d'actions. Un bénéfice qui n'a pas de raison d'évoluer selon qu'on achète ou pas ces actions. Vous voyez, si vous achetez ou pas ces actions, vos ventes, elles sont les mêmes, non? Le fait qu'on ait fait ce rachat, est-ce qu'il a un impact sur vos ventes? Non. Sur vos coûts de marchandises? Non. Coûts du personnel? Non plus. L'amortissement, les frais généraux? Non. Donc vous répartissez un bénéfice identique, quelle que soit la situation achat, pas achat d'actions propres, sur moins d'actions. Bien sûr que le bénéfice par action, qu'on répartit par action, après on peut le distribuer, c'est une autre affaire. Mais le bénéfice par action, le rendement par action est plus élevé. Qu'est-ce que vous préférez? Une entreprise qui a un bénéfice par action qui vous revient de 50 ou de 40? On préfère 50. Vous allez me dire, ouais, mais si on ne le distribue pas, d'accord, on ne le distribue pas, mais il est distribuable. Ça, c'est un choix, de distribuer, pas distribuer. Vous préférez 50. Si vous préférez 50, c'est que vous attribuez plus de valeur à cette solution. Si on préfère, eh bien la valeur de l'action augmente, effectivement. Parce que la rentabilité augmente, c'est juste, oui.
c'est vrai que certaines entreprises, en général c'est des grandes entreprises, en général c'est cotées en bourse, agissent sur ces actions propres, rachètent ses propres actions. Ensuite, il y a un processus d'annulation des titres en vue d'adapter ou d'ajuster ou de faire augmenter le cours, la valeur, oui, de l'action. Je ne comprends pas pourquoi, après avoir revendu en N+1 les actions, on se retrouve quand même avec un compte action propre à moins 50 000. Merci. J'ai voulu faire en deux écritures, mais alors, voilà, cette fois on y est. 250, bien sûr. On vend 250, votre compte action propre, 200 au débit, solde initial, 250 au crédit. Il faut le solder par le débit dernière écriture. Voilà, cette fois on est bon. Merci. Oui. Et là, on est le bilan au 31/12, du coup, il y aura la revente. Non, pas encore. J'ai fait avant la revente. Parce que lors de la revente, il n'y aura plus ces actions propres, effectivement. Elles sont décomptabilisées. Voilà, première solution, on rachète ses propres actions en vue d'agir sur la valeur du titre. Le deuxième cas, c'est vous rachetez en vue de remettre ces actions, peut-être, dans certaines entreprises, aux employés de l'entreprise. Vous voyez, en fin d'année, il y a certaines entreprises qui disent, à des fins de salaire ou de bonus, eh bien, on vous fait participer à l'évolution de l'entreprise. On vous remet des actions à un prix, en général, de faveur. Donc, c'est avantageux pour l'employé. Parfois, on rachète ses propres actions parce que vous avez un actionnaire qui dit, voilà, j'ai ces actions, j'aimerais les vendre. Oui, mais dans la société non cotée, c'est difficile de vendre une part, en tout cas minoritaire. À qui? Au majoritaire, mais qui va dire, je ne suis peut-être pas intéressé, ou je n'ai pas le cash. Alors parfois, c'est l'entreprise qui dit, moi je rachète. Il faut avoir les moyens de racheter, il faut quand même avoir du cash, il faut avoir les fonds propres suffisants. Puis ensuite, soit on annule les actions, il y a un aspect fiscal, soit on les revend, puis on a un peu de temps pour ça, à des tiers, on cherche un nouvel actionnaire, éventuellement à des collaborateurs de l'entreprise. Voilà, pour ces actions propres. On a donc terminé la problématique d'évaluation de tous les postes du bilan. Le prochain thème, ce sera les fusions, mais ça, ce sera la prochaine fois. On va prendre les cas. Et dans les cas, le 14, succursale. Alors, une entreprise a un siège, en l'occurrence ici à Lausanne, une succursale, tient une comptabilité autonome. Voilà les résultats. Et voilà quelques transactions. On sait que quand on a le siège, une ou des succursales, siège et succursale, c'est la même réalité juridique. Bien sûr que économiquement et physiquement, siège et succursale sont séparés. Mais juridiquement, c'est la même entité. Alors, si on tient une comptabilité autonome, parce que parfois on donne un peu d'indépendance à la succursale, souvent c'est un peu lié à la taille, eh bien, en fin de période, il va falloir réunir, il va falloir consolider le tout pour établir les comptes annuels de l'ensemble, c'est-à-dire de l'entreprise. Je rappelle que la succursale elle-même, n'étant pas un sujet juridique, n'établit pas vraiment des comptes annuels. Calculer le résultat global selon compte réuni, selon compte annuel de l'entreprise. Alors, selon comptabilité du siège de la succursale, vous avez ces chiffres en jaune. Oui. Donc c'est bien le 14. Vous voyez ces premiers chiffres.
vert. Voilà, résultat à la fin de la période, une fois qu'on a saisi nos différentes opérations. Et puis, des transactions en jaune qu'il a bien fallu saisir. Par exemple, les ventes du siège à succursale. Vous vous rappelez, souvent le siège, parce qu'il a une taille assez conséquente, il a une infrastructure qui lui permettra de effectuer tous les achats de l'entreprise, y compris ceux de la succursale, puis ensuite revend peut-être avec une petite marge à la succursale. Alors évidemment que si on vend comme ici, avec une marge 10% à la succursale, le stock de la succursale est impacté par ces marges. Puisque la succursale a acheté, coût d'acquisition, à un prix qui inclut la marge. Il y a eu des petits frais refacturés 18 000, et puis le résultat de la succursale est déjà saisi en fin de période, rappelez-vous, le résultat de la succursale, 121 000 en vert, doit être réparti au siège, qui saisit dans sa propre comptabilité le revenu provenant de la succursale, c'est-à-dire ces 121 000 de résultats. Alors, avant de voir le résultat proprement dit, on va journaliser les opérations. Donc, vous avez vos comptes du siège, de la succursale, total. 3 colonnes, vous êtes sur le total. Ce total, vous l'ajustez par ces écritures. La première, elle vous parle ? Oui, l'un a saisi une vente, l'autre a saisi l'achat. L'un a donc gonflé ses ventes, l'autre ses achats. Or, ça c'est purement interne. Ça n'a rien à faire dans des comptes statutaires, on n'a rien vendu à l'extérieur de l'entreprise. Donc on élimine par l'opération inverse. Les ventes ont été créditées, je les débite, c'est-à-dire qu'elles ont été augmentées, je les diminue. Les achats qui ont été augmentés au débit, eh bien, je les diminue par un crédit. Est-ce que cette opération impacte le résultat ? Quand j'additionne les résultats de l'un de l'autre, est-ce que cette opération d'ajustement nécessaire, est-ce qu'elle impacte le résultat ? Ah non. Regardez. Vente, c'est perte et profit, je simplifie. Achat, c'est perte et profit. Oui, vous réduisez vos ventes, vous réduisez vos charges. Globalement, le résultat n'est pas impacté. Mais ça réduit quand même les ventes, les charges marchandises, et c'est nécessaire de le faire. Je rappelle, ces deux montants, c'est quand même en pratique des montants qui, dans l'analyse, sont importants. Plus compliqué. En fin de période, la succursale, on l'a dit, elle a acheté de la marchandise auprès du siège, mais qu'elle n'a pas complètement revendue. Donc cette marchandise, en fin de période l'année passée, fin de période cette année, en stock, comprend de la marge. Vous voyez, le stock final, compte de bilan, il comprend 10% de 160 000. 160 000, c'est ce qu'on a là. En bleu, fin d'année. Oui, j'ai vendu à la succursale, mais elle n'a pas revendu à des tiers, donc son stock inclut 160 000. Mais ça n'a pas été acheté auprès de tiers 160 000, mais 10% de moins. Et rappelez-vous que le stock, il doit être évalué au coût d'acquisition. Maximum, peut-être qu'il faut déprécier, il n'y a pas besoin ici,
Mais le coût d'acquisition pour l'entreprise, c'est le coût auprès des tiers. Donc 16 000 de moins. Regardez les 98 000 juste en dessus, c'est ce qui valait, ou c'était le stock provenant d'achats internes, à la fin de l'année passée. Toujours 10%, ça pourrait évoluer. Je dois éliminer ce profit interne concernant N-1. Vous voyez, le stock, c'est la situation du profit interne 31 décembre. Ah, on le voit bien. Le stock, compte de bilan 31 décembre, est impacté pour ce montant. Eh bien, l'année passée, c'était la même chose. Il y avait un profit interne qui devait être éliminé. Hein, on comprend bien, les profits internes ne sont pas encore réalisés, doivent être éliminés. Éliminer un profit interne, c'est réduire le bénéfice. Donc l'année passée, ou les années passées, on a réduit le bénéfice pour un total de 98 000 fois 10%. Oui. Ah, c'est une donnée qu'on connaît. C'est 98 000, c'est une donnée qu'on connaît. J'adapte mes réserves du bilan pour les rendre conformes à celles qu'on avait dans les comptes annuels de fin d'année précédente. Celles, c'est le siège, sont trop élevées parce que le siège a saisi un profit interne jusqu'à fin N-1 de 9 800. Alors, ce bénéfice cumulé, donc ces réserves, je dois y réduire. Ça vient de là. Et entre fin N-1 en bleu, fin N en jaune, eh bien, il y a une variation, 62 000 en l'occurrence, toujours 10%. Et la variation des profits internes en N, ben vous savez bien que ça touche le résultat. Si le profit bouge, si le profit interne bouge, il ne bouge pas tout seul, par une contrepartie. Résultat. Qui peut être au débit, au crédit. Le résultat, c'est le poste charge de marchandises ou achat. Vous auriez aussi pu, parce qu'elle est un peu abstraite, cette écriture. Alors vous auriez pu procéder en deux manières. Dire modifions notre stock initial, 9 800. J'aurais pu dire, d'abord, je m'occupe du stock initial. Il est faux. Mon stock initial, en guillemets, il est faux. Il inclut, chez la succursale, 9 800 de marge. J'enlève la marge initiale. Puis après, deuxième écriture, dans ce cas, je fais celle-là. J'enlève les couleurs parce qu'on ne voit plus rien. Achat, 10% de 62 000. Stock, 10% de 62 000. Vous voyez ? Par cette première écriture en gris, j'ai adapté mon stock initial, je pars juste. Mais durant l'année, qu'est-ce qu'on fait ? La variation de stock en fin de période. Vous vous rappelez ? Il y a les achats de l'année, mais qui sont éliminés. Première écriture, les achats de l'année, c'est éliminé. Puis en fin d'année, vous savez bien qu'on fait la variation de stock. Si le stock augmente, comme ici, stock au débit, achat au crédit. C'est ce qu'on a fait. Mais on l'a fait
pour 6200 de trop. Vous voyez, on l'avait fait pour 62 000, cette écriture. L'écriture est juste, mais elle aurait dû être faite pour 6200 de moins, sans ces profits internes. Alors, le plus simple, c'est de corriger l'écriture. Vous voyez, j'ai débité le stock 62 000, 6200 de trop, et je le crédite. J'ai crédité les achats de 62 000, 6200 de trop, et je débite. Voilà. J'ai corrigé mon stock initial et j'ai corrigé mon écriture de variation de stock. Parce que si je veux une variation sans réserve, ou sans plutôt profit interne, oui, l'écriture est juste, mais le montant était 6200 de trop. Alors, vous avez compris que si vous faites cette première écriture, ou celle-là, on va la mettre, je ne sais pas quoi, voilà, en gris, c'est la même chose. Regardez, réserve en bleu, 9800, réserve ici, 9800. La charge en vert, 6200 au débit, elle est là, 6200 au débit, 2 lignes avant la fin. Le stock en jaune, 16 000 au crédit, mais c'est rien d'autre que 9800, 3 lignes avant la fin, solde initial, et 6200, dernière ligne, la variation de stock. Ça revient au même. Donc on fait comme on veut. Mais l'important ici, c'est d'éliminer ces marges internes. Alors maintenant, est-ce que c'est vraiment important? Oui, il faut éliminer. Maintenant, parfois, c'est vrai qu'il n'y a pas de marge. Il n'y a pas forcément des marges internes. Alors, s'il n'y a pas de marge interne, oui, il faut éliminer les ventes et les achats internes. Mais dans ce cas, s'il n'y a pas de marge interne, il n'y en a pas non plus dans le stock. Cette deuxième écriture n'existe pas. Et puis, parfois, oui, il y a des marges internes, mais elles sont peut-être faibles, marginales. Et puis, le stock est lui-même faible. Alors, peut-être, parfois, parce que c'est vrai qu'il y a un grand principe de matérialité, d'importance relative, si cette écriture d'élimination des profits internes et marginales, on pourrait, dans ce cas, et dans ce cas seulement, la négliger. Voilà, ça c'est l'écriture d'élimination, marge interne. Et vous avez compris qu'ici, le résultat, il bouge. Par cette écriture, de combien? Par l'écriture 2. J'adapte le résultat, je l'ajuste de combien? Eh oui, ici, en vert. C'est une charge. Je vais baisser mon résultat de 6200. L'écriture 3, l'un gère la succursale, engage des coûts, facture ses coûts par des honoraires. Donc a saisi divers produits, je les enlève, et l'autre a saisi des charges diverses. Vous voyez, quand vous facturez parmi, l'un saisit un produit, l'autre une charge à éliminer. Est-ce que ça impacte le résultat, cette troisième écriture? Bien sûr que non. Parce que c'est comme la première. Perte et profit au débit, perte et profit au crédit. Enfin, on doit éliminer le résultat de la succursale 121 000 qu'on a attribué au siège. On l'a dit avant. En fin de période, le résultat de la succursale, il faut l'attribuer. Vous voyez, le résultat d'une période dans une entreprise, vous devez l'attribuer au bilan, c'est-à-dire aux actionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont une prétention sur ces résultats, sur ces fonds propres. Et là, il n'y a pas d'actionnaire de la succursale. L'ayant droit de l'actif net de la succursale, c'est le siège. Alors on a réparti ce résultat, c'est un bénéfice en tant que produit, au siège. Je l'élimine. Vous voyez, j'élimine,
le résultat de la succursale saisi chez le siège. Et ben, il a fallu une contrepartie chez la succursale, soldée, perte et profit. Oui. Comment on sait si perte et profit, c'est au compte de résultat ou si c'est dans les comptes propres? C'est possible que ce soit dans les comptes propres? Alors, non. En fait, vous voyez, perte et profit n'a pas été soldé. Comment dire? Je reprends. Quand vous soldez vos charges, vos produits, vous virez à perte et profit, qui n'est pas soldé. Par différence, ce compte montre le résultat. Que vous virez à l'ayant droit, c'est-à-dire dans la société aux fonds propres, donc au bilan. C'est pour ça qu'on retrouve au bilan, dans les fonds propres, la ligne qui s'appelle résultat de l'exercice. Mais pour une succursale, il n'y a pas vraiment de fonds propres. C'est pour ça qu'on vire ça à l'ayant droit, c'est-à-dire, vous vous rappelez, au compte siège, compte courant. C'est-à-dire un compte qui s'élimine, d'actifs passifs qui s'éliminent avec le compte succursale, compte courant. Alors, suite à ces opérations, regardez. Ça, c'était les deux montants que vous aviez. On va repartir de là. On additionne tout. Pour simplifier, on peut présenter différemment. Mais dans ce total, l'ajustement 2, on l'a dit, il faut enlever ces 6200. On vient de le dire. Et, on vient de le voir, ces 121 000 disparaissent. Ici. Vous voyez, porté en charge. Parce que c'est ça qui est important. Parce qu'il est compté deux fois pour l'instant. Pour l'instant, il est dans les 386 000 chez le résultat du siège. Et il est encore ici. Vous l'avez deux fois. Il faut l'éliminer, une fois. Donc il y a une autre manière de présenter, peu importe. Mais à la fin, le résultat de l'ensemble, 379 800. Voilà, ça va pour ça. On voit bien ce chiffre après avoir saisi les écritures, mais il n'y avait pas forcément besoin de toutes les saisir. Ça, c'est aussi important, le chiffre des ventes. Vous voyez, quand vous lisez des comptes, on aime bien quand même comprendre ce que représentent les chiffres. Le post-vente, alors, c'est évidemment les ventes du siège, c'est de la succursale, qui résultent, qu'on tire de leur comptabilité, mais à éliminer les ventes internes. Parce que elles sont incluses, il faut le comprendre comme ça, elles sont incluses dans les ventes du siège. Mais elles n'ont rien à faire dans les ventes. On ne vend pas à des tiers. Et d'ailleurs, si on prend les opérations comptables, rappelez-vous, on a les comptes du siège, de la succursale totale, et bien sur ce total, opération 1, là-haut, les ventes ont été diminuées. Voilà, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on s'arrête 15 minutes pour prendre le suivant. On fait que des cas tout maintenant, aujourd'hui.
Voilà, on va prendre le cas 15. IACA SA, facile, vite fait, aussi. Après avoir enregistré toutes les informations sur les transactions sur siège succursale. Mais avant d'attribuer le résultat de la succursale au siège, et on voit bien, quand vous avez cette ligne résultat, que cette ligne, il faut bien l'attribuer chez la succursale. Il faut bien attribuer ce 101 000 au siège. De même, il faut bien attribuer, je l'ai dit avant, le résultat d'une entreprise au bilan, c'est-à-dire dans les fonds propres. Simplement que succursale, il n'y a pas de fonds propres, donc on attribue à l'ayant droit le siège, donc compte courant siège. Quelques ventes internes, des achats internes, des stocks, début, fin, provenant de transactions internes. Alors attention, ce n'est pas tous les stocks, c'est ceux qui proviennent de transactions internes parce que ces stocks-là incluent une marge de 10% du prix de vente, donc de ces montants. Vous voyez, ici, votre stock, il est au coût d'acquisition, c'est-à-dire au prix de vente qu'on se facture entre sièges succursales. Question, compte de résultat de l'ensemble. Les ventes, on additionne. Celle de l'un, celle de l'autre, mais dans les 12 180 000, les 1 450 000 de ventes internes sont inclus. Donc il faut bien les éliminer. Ça réduit, on voit bien, ça réduit les ventes. Les charges de marchandises, mais c'est le même principe. Vous additionnez. Comme on additionne les charges de personnel, les autres charges d'exploitation. Alors, dans les charges de marchandises, on additionne, mais il faut éliminer les 1 450 000. Parce que ces achats ont été saisis comme achats, ont impacté le compte achat chez la succursale. Et il faut rajouter 3 300. Alors c'est peut-être là la difficulté. Pourquoi 3 300 ? On augmente les charges. C'est exactement comme avant. Profit interne dans le stock, ici. Parce qu'on peut avoir des profits internes ailleurs que dans le stock. Dans des immobilisations, on peut très bien se vendre parmi des immobilisations. Au 31 décembre, N. Rappelez-vous, c'est ici, 693 000 de stock, dont 69 300, 10%, de marge interne. N-1, l'année passée, 66 000, 10% de 660 000. La variation, et je rappelle que perte et profit est touché par la variation de profit interne, 3 300. Alors attention, cette variation, elle peut être positive, elle peut être négative. On augmente ici. Et rappelez-vous, si on augmente, ça veut dire que en fin de période, chez la succursale, vous avez fait une opération achat, la variation de stock. Je simplifie, je fais juste la variation de stock. Vous avez fait achat au débit, stock au crédit. Pardon, l'inverse. Vous avez augmenté le stock. Pour passer de 660 000 à 693 000.
Ah, c'est ça qu'on a fait. Elle est juste, l'opération, mais elle n'est pas pour le bon montant. Vous voyez, vous auriez dû procéder à cette opération, mais pour 3 300 de moins, 10% de moins. C'est pour ça que l'ajustement nécessaire concernant uniquement ces profits internes, l'ajustement nécessaire, achat à stock. Alors il y a l'ajustement du stock initial, hein, mais je m'occupe ici de la variation. Oui, cette variation de stock doit être saisie, mais pour 3 300 de moins. Alors, les achats ont été crédités, je les débite, pour 3 300 de moins. C'est bon. Le stock, ben, on le sait bien, il a été augmenté, mais c'était pour 3 300 de moins aussi. Alors, on voit bien dans l'ajustement que la charge de marchandises augmente de 3 300, et voilà, elle est là. Et on comprend bien. On augmente nos profits internes qu'il faut éliminer. Éliminer des profits internes, c'est réduire le résultat. Ben, vous réduisez le résultat si vous augmentez les charges. Voilà. On voit bien que cette structure du compte de résultat, tout à droite, elle est quand même différente de celle qu'on aurait si on n'avait pas supprimé 1 450 000 de charges, de ventes, et encore ces 3 300. Ça va pour celui-là ? Alors, on va passer au suivant, c'est-à-dire le cas 16, bailli, où on a cette fois, on passe au fonds propre, hein, on a ce qu'on appelle un transfert de patrimoine. C'est ce qu'on voit assez souvent quand on a une entreprise individuelle qui, c'est-à-dire un indépendant, qui dit, pour différentes raisons, on va passer en société anonyme ou à SARL. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Beaucoup d'indépendants, au bout d'un moment, disent mais on passe en société anonyme, SARL. Vous voyez, cette forme juridique, entreprise individuelle, au bout d'un moment, ne convient plus. Oui. Alors, un indépendant, il peut aussi contracter des droits, des obligations, faire des achats auprès d'entreprises, mais c'est bien ce que vous dites, c'est bien dans cet esprit qu'il faut aller. Vous voyez, si vous êtes indépendant, vous procédez à des achats, des ventes. Oui. Ah ben voilà. Ces achats, ces ventes peuvent peut-être mal tourner, vous avez peut-être des conflits avec le personnel ou avec un client, je ne sais pas quoi. Peut-être la situation financière va se dégrader. L'indépendant est responsable personnellement sur sa fortune privée et de manière complète. Personnellement et indéfiniment responsable des dettes, donc des pertes. Si vous passez en société anonyme, que la société, au bout d'un moment, va pas très bien, qu'elle tombe en faillite, la faillite de la société anonyme n'implique pas la faillite de l'actionnaire. L'actionnaire, on ne peut pas venir le rechercher. On ne peut pas le rechercher sur sa fortune privée. En tant qu'actionnaire, attention, parce que souvent dans les PME, l'actionnaire, il est aussi administrateur ou administratrice, et puis là, il y a une responsabilité d'organe. Mais au-delà de cela, si on fait abstraction de cela, si vous êtes actionnaire et uniquement actionnaire, vous prenez un risque
C'est votre mise, pas plus. Il y a deuxième raison, c'est que parfois vous dites, comme ici, on veut se développer, on voit des opportunités d'affaires. On veut se développer, mais on n'arrive pas à le faire tout seul. Il faut des capitaux de tiers, un associé ou des associés. Ce sera difficile d'avoir un associé impossible, un indépendant. Alors, vous pourrez obtenir un prêt, mais principe, la personne qui investit dit je prends un risque, si ça va mal, je risque de perdre, mais si ça va bien, je souhaite participer au gain. Donc il faut être actionnaire. Passer en SA ou SARL. Puis le troisième élément, quand même, c'est fiscal, parce que c'est vrai que si vous vendez vos actions avec un gain, le gain en capital en Suisse, lorsqu'il est privé, attention, il y a des exceptions. Il n'y a que des exceptions, hein, je précise. Mais en principe, le gain en capital n'est pas imposable. Un indépendant, s'il vend son entreprise, le gain en capital est imposable. C'est du revenu soumis aux charges sociales. Donc, pour des raisons fiscales aussi, il ne faut pas se le cacher, hein, à partir d'un certain moment, les indépendants passent en SA. Alors après, on peut revendre l'entreprise, il y a un délai d'attente, hein, on ne peut pas vendre avant 5 ans. Faute de quoi, il y a un rattrapage d'impôts, ce qui est logique. Alors, ce monsieur Bailly, avec un ami, décide de fonder, vous voyez, une société anonyme, 1 million, c'est quand même un montant. 800 actions de 1000, 2000 actions de 100. C'est l'occasion de dire que dans la SA, vous avez des actions qu'on doit émettre, souscrire, libérer, mais on peut avoir 2 catégories d'actions. Pourquoi on aurait 2 catégories d'actions? Si vous n'attribuez pas, de par les statuts, des avantages à une catégorie, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'une catégorie. Mais s'il y a 2 catégories d'actions, c'est parce qu'on prévoit des avantages. C'est un avantage qui peut être patrimonial, c'est rare, mais pourquoi pas, c'est-à-dire un droit prioritaire à du dividende, ou un droit, c'est plus fréquent, lié au droit de vote. Un droit préférentiel de vote. On parle d'actions privilégiées. Regardez. Vous avez 800 actions de 1000, 2200. Ça, c'est le capital action. On sait que le fondateur, lorsqu'on souscrit des actions, on s'engage au moins sur le nominal. Ça peut être plus, mais pas moins. On retrouve les 1 million. Imaginez, je prends le cas qui nous occupe après, imaginez que vous souscriviez les 2000 actions de 100. Vous trouvez un autre actionnaire qui souscrit 800 actions de 1000. Vous êtes là. Vous avez souscrit 20% du capital. En principe, je vous dis, il y a quelques exceptions, mais ça c'est très rare, vous aurez 20% des droits aux dividendes, de l'excédent de liquidation normal. Mais, logiquement, on a une exception ici, logiquement, vous auriez 20% des voix. Vous voyez, vous êtes dans une société de capitaux. C'est le capital qui est important.
en termes de distribution de dividendes, mais aussi en termes de voix. J'investis 20%, j'ai 20% des voix, mais pas ici. Votre part des voix, en ayant investi seulement 20%, ce sera combien? Voilà. Si vous dites, alors il faut le dire dans les statuts, une action égale une voix. Si vous dites rien dans les statuts, les voix se calculent en fonction de la valeur nominale, parce qu'on est dans une société de capitaux. Si les statuts ne disent rien, ces actions confèrent chacune une voix, et celle-là en rouge, plus haut, confère 10 voix. J'investis 10 fois plus, c'est logique, j'ai 10 fois plus de voix. Mais là, on prévoit une action, une voix. Vous avez 71%, 4, 28,6. On voit pourquoi? 800 actions, 800 voix sur 2800. Et vous qui êtes là, 2000 voix, parce que 2000 actions, sur 2800 voix, parce que 2800 actions. Vous voyez, vous êtes minoritaire en termes de capital, mais vous êtes majoritaire en termes de voix. C'est pour ça qu'on appelle ces actions à droit de vote privilégié. Alors ça se voit, pas fréquemment, mais ça se voit parfois. Quand vous avez un actionnaire, souvent c'est un actionnaire, il est à la base de la société, c'est le fondateur qui dit « c'est moi qui ai l'idée, c'est moi qui vais développer l'entreprise, je veux rester majoritaire, mais voilà, je n'ai pas les fonds suffisants, il faut faire appel à des fonds de tiers. Il faudra les convaincre d'apporter ici un gros montant, 800 000, 80% pour être minoritaire en termes de voix. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile. Mais voilà, ça se voit, c'est pour expliquer le cas. Alors ces actions, parce que là c'est notre cas, ces actions sont souscrites. Je vous rappelle que toutes les actions d'une entreprise doivent être souscrites, c'est-à-dire que par la souscription, l'actionnaire, le fondateur, promet un apport. Voilà, vous avez l'ami Cadillo qui souscrit 500 actions 2000 avec une prime, parce qu'on peut aussi prévoir une prime à l'émission, un supplément de prix par rapport au nominal, 1200. Il libère en disant 500 fois 1000, 500 000 plus 20%, ça fait 600 000. Et bien sur 600 000 que je promets, j'apporte tout de suite cash 520 000 et le reste, on verra plus tard. Vous vous rappelez qu'on a la possibilité de libérer partiellement un apport. L'apport minimum, c'est 50 000 d'une part et au moins 20% du nominal. La prime doit être libérée. Bailly, lui, dit, je souscris 300 actions 2000, ça fait 800, hein, en tout. Ce qu'on avait vu. Et toutes les actions 200. Donc on voit bien que lui, il va être majoritaire. Et il libère totalement cet apport au nominal, au pair. Au pair, ça veut dire qu'il n'y a pas de prime. Vous voyez, on peut dire à l'associé, bon, on passe en SA, mais l'autre, voilà, il faut quand même qu'il apporte une prime, parce que vous dites, moi, j'apporte mon entreprise, il y a quand même de la valeur à cette entreprise, il y a un goodwill, j'apporte de la clientèle, l'autre, il n'apporte rien. Vous avez compris que c'est aussi une discussion, une négociation. Voilà son entreprise qu'il apporte. Des créances clients, du stock, des immobilisations, des fournisseurs en compte bancaire. Mais les associés conviennent, parce qu'on peut très bien convenir, que le compte bancaire, la dette, ne nous intéresse pas. Donc on dit, il garde cette dette pour toi, dans ta fortune privée. Et on dit aussi,
Mais on n'est pas obligé de le dire, hein, que le stock, on le reprend, on le transfère pour 185 000. Alors, évidemment, il y a un impact, vous avez vu lequel. Si vous transférez 185 000, alors qu'au bilan, il est 150, ben, vous allez dissoudre une réserve latente. Hein, on a parlé de ces réserves latentes. Vous allez devoir faire une opération stock, avant le transfert, stock, à crédit produit. Alors, évidemment, ça n'arrange pas l'associé bailli, parce que pour lui, c'est un produit imposable. Mais voilà, on sait la donner. Et puis, s'il y a une différence d'apport, eh bien, on dira c'est du goodwill, ou on dira faut l'apporter en cash. On va voir ici, on accepte que c'est du goodwill, de la clientèle. Bilan d'apport. Vous l'avez vite vu. Les clients, selon données, pas de changement. On pourrait convenir qu'on n'apporte pas certaines créances. C'est une discussion. L'associé pourrait dire, ouais, mais sur 664 000, il y a une créance, je ne sais pas combien, 30 000, elle est risquée. On ne l'apporte pas à l'entreprise. Elle reste dans la fortune, passe dans la fortune privée de bailli, qui essayera de l'encaisser pour lui. Les stocks, on l'a vu, 150 plus 35. Ces 35, je rappelle, ils ne viennent pas comme ça au hasard, il y a une écriture derrière. Stock au débit, produit au crédit, écriture qui a dû être saisie chez l'indépendant bailli. Les immobilisations sont reprises. Pour l'instant, oubliez ce point-là en jaune. La banque n'est pas reprise. On dit, pour qu'on la met à zéro en bas, on dit non, mais la dette, on veut partir sans cette dette. Alors, on ne peut pas dire à la banque on annule la dette, hein, non. Elle est conservée, cette dette, dans le patrimoine privé de bailli, qui sera chargé de régler cette dette. Les fournisseurs sont différents et il faut arriver à 500 000 de capital. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'il souscrit, notre ami bailli, il souscrit 2000 actions de 300 actions fois 100 nominal, 300 000, plus encore les 2000 actions de 300 000, ouais. Ça fait 300 000, et 2000 actions de 100, 200 000, voilà ce qui souscrit. Voilà le capital apporté. Capital, c'est actif moins dette. Vous voyez, quand vous êtes, imaginez, vous êtes cet associé bailli, vous signez un acte devant notaire, comme quoi vous vous engagez à apporter 500 000. Puis en contrepartie, vous serez actionnaire, on le voit bien ici, et majoritaire. 500 000 fois 100%, pas plus. Vous, on ne vous demande pas de prime. L'autre, oui. Eh bien maintenant, on vous dit qu'il faut apporter 500 000. Vous dites, on n'aurait pu pas faire cela, mais vous dites, j'apporte et je libère tout. Les 500 000, je veux qu'ils soient complètement libérés, je veux qu'on ne puisse pas me dire ensuite, il manque quelque chose. Bon, alors maintenant, il faut lister les apports. Vous dites, mon entreprise. Ben voilà. Tous ces actifs, en vert, c'est passif. Il manque 21 000. Il manque 21 000 pour équilibrer le bilan. Il est en jaune, ce chiffre. Il est en jaune et c'est le goodwill. Vous voyez, par différence, pour arriver à un montant net de 500 000 apporté, ben on va dire, mais ça de nouveau, on va dire, vous avez compris, il faut discuter avec l'autre associé, parce que vous apportez une espèce de non-valeur. Alors attention, non-valeur, non, si vous apportez le goodwill, c'est ce qui doit exister, hein, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais vous avez compris,
que ce n'est pas du cash, par exemple. Vous apportez, et vous convenez d'apporter cela pour 70 000 de la clientèle. Voilà votre bilan d'apport. Alors 82%, on voit bien pourquoi. Vous avez 2300 actions c'est-à-dire 300 et 2000 sur un total de 2800. Mais votre part de capital n'est que de 50%, c'est-à-dire 500 000. Ils sont là, c'est votre apport. 500 000 divisé par 1 million. Vous voyez, quand on va se répartir le résultat, mettez-vous à la place de chacun des associés. Vous dites, j'ai quand même apporté la moitié du capital, j'aimerais la moitié des dividendes. C'est assez logique. Eh bien, c'est le cas. Alors, rappelez-vous, si vous avez ce genre d'action qu'on voit pas très fréquemment, mais quand même, de temps en temps, les statuts doivent prévoir ce genre de privilège. Voilà le bilan de fondation qui est la résultante de toute une procédure de fondation avec des écritures comptables. Mais si vous prenez directement le bilan de fondation, liquidité 520 000. Vous voyez pourquoi 520 000 ? Elles sont apportées là en vert par Cadillo, qui dit « Je souscris 600, je libère 520 ». Cash. Je vous rappelle que si on libère l'argent en cas de fondation, en cas d'augmentation de capital, vous devez d'abord déposer les fonds sur un office de consignation, une banque, qui bloque les fonds jusqu'à ce que la fondation soit réalisée, c'est-à-dire qu'elle déploie ses effets juridiques, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'entreprise sera inscrite sur le registre du commerce. Donc voilà. Les clients, les stocks, le stock, c'est ce qu'on a vu en haut. Vous voyez, client, stock là-haut. Et immobilisation et même goodwill, c'est ce qui est apporté. Est-ce qu'on retrouve, copier-coller, dans le bilan de fondation de la nouvelle société, le capital non libéré de Cadillo, c'est-à-dire 600 000 promis, souscrits, c'est plus simple, souscrits, moins 520 000 libérés en cash. Voilà. Cadillo dit, je dois encore 80 000. Capital non libéré à l'actif du bilan qui montre que l'entreprise peut encore solliciter Cadillo pour 80 000, et cela sur simple requête du conseil d'administration. Le conseil d'administration souhaite et communique à Cadillo qu'il faut libérer ce montant, il devra le libérer. Les passifs, les fournisseurs, apportés par Bailly. Le capital action, 1 million, vous vous rappelez, le nominal. Parce que le capital action, on commence à le savoir, c'est toujours la valeur nominale de chaque action émise. Et la réserve légale issue du capital. Rappelez, la prime, c'est-à-dire 600 000 promis par Cadillo, promis moins 500 000 nominal. Nominal, je rappelle, c'est le minimum qu'on doit souscrire, mais il a été d'accord de souscrire, de promettre, d'apporter, en tout cas un jour, 600 000. Alors cette prime doit, on n'a pas le choix, être inscrite dans ce poste qui s'appelle réserve légale, parce qu'elle est prévue dans la loi,
issus résultant du capital. Voilà, le bilan est équilibré. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ce n'est pas le cas. On va passer au 17, qui n'était pas à faire. Hein. Je vous laisse le regarder. 17, on passe à la répartition du résultat dans la société anonyme. Voilà le bilan. Et voilà la répartition du résultat. Et la première question, est-ce qu'on respecte ainsi les dispositions légales en matière de répartition du résultat et de dividendes? Bon, je vous répète, hein, dans certains cas, et notamment ce cas, la loi a un tout petit peu changé. On s'occupe des nouvelles dispositions entrées en vigueur cette année. Ça ne change pas beaucoup, mais ça change parfois. Vous voyez, quand vous êtes dans une société, et même hors société, vous devez quand même faire attention d'être dans la légalité. Alors, vous dites, on va verser un dividende, est-ce qu'on a le droit de le faire? Vous dites, parce qu'on entend, hein, vous dites, c'est mon entreprise, je suis seul actionnaire, c'est moi qui ai investi, c'est mon argent. Mais non, 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 c'est pas, le raisonnement est faux. Oui, d'accord, vous êtes actionnaire. Oui, d'accord, vous êtes propriétaire de la société. Mais la société a la personnalité juridique, c'est une personne morale. Propriétaire ou actionnaire et société ne sont pas confondus juridiquement. Donc vous ne pouvez pas vous servir comme ça de l'entreprise comme de vos biens privés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est légal, c'est pas légal? Il faut regarder ce qu'on peut distribuer librement. D'abord, ce qu'on peut... Oui. Oui, le montant, oui. Oui, c'est juste, c'est légal. Mais juste, je ne sais pas s'il peut distribuer à tout le monde sauf Alors, en fait, c'est peut-être mal dit. Il distribue tout 250 000, le même montant à chaque action, mais il y a un actionnaire qui n'a pas encore venu chercher son argent, c'est ça. Il faut le comprendre comme ça. Tous ont reçu le dividende, encaissé le dividende, sauf un, il n'a pas encore, c'est pas fait, je ne sais pas où il n'a pas donné son numéro de compte, je ne sais pas quoi. Alors, le capital action, les 1 million, est-ce qu'on peut les distribuer? Non. C'est-à-dire que si vous distribuez, c'est toujours la même chose par une réduction du capital qui nécessite une procédure assez longue qui vise à protéger les créanciers. Mais vous avez bien compris pourquoi. Mettez-vous à la place des créanciers. L'entreprise a des dettes. Il y a quand même des actionnaires qui ont mis 1 million d'apport et qui disent on prend un risque sur 1 million. En cas de faillite, on est remboursé en dernier. Alors, tout d'un coup, vous diriez où la situation va mal, dépêchons-nous d'encaisser ces 1 million. Ça ne va pas. Et les créanciers, qui en cas de faillite sont remboursés avant les actionnaires. Vous voyez, vous ne pouvez pas léser ainsi les créanciers. Alors, si on réduit le capital, il y a une procédure, il y a des vérifications par un expert réviseur agréé que les créanciers ne seront pas floués, lésés après la réduction de capital. Sinon, on ne pourrait pas le faire. Les réserves légales, il y en a 2. Rappelez, la loi, nouveau droit, dit
tant que ces deux réserves, ensemble, n'atteignent pas la moitié du capital action, la moitié d'1 million, elles sont bloquées. On ne peut pas les utiliser, elles restent là pour couvrir, pour absorber les pertes. Sur 1 830 000 et 500 000, 500 000 sont bloqués. Mais le reste est libre. Donc sur les deux montants, « 500 000 sont bloqués. Le reste, c'est libre. Donc 1 830 000, libre. On peut faire ce qu'on veut, on peut distribuer le dividende. Oui. Il aurait pu aussi distribuer à partir du résultat reporté. Bien sûr, on continue. Est-ce que le résultat reporté est libre? Oui. Et le résultat de l'exercice? Aussi. Vous voyez? Vous pourriez, si vous le souhaitez, il faut aussi du cash, puis il y a un aspect fiscal derrière. Hein, il faut regarder. Il faut tout regarder. Mais distribuable, il y a les 1 830 000 plus 3 100 000 plus 215. Ça, c'est distribuable. On veut distribuer 250, oui, c'est distribuable. Par le débit de cette réserve issue du capital, oui, c'est possible. Oui, c'est possible de le faire. Est-ce qu'on doit attribuer une partie à la réserve légale issue du bénéfice? Non. La loi, maintenant, est très claire. Elle dit, chaque année, 5% du bénéfice, 5% de 215 000, doivent être attribués à cette réserve légale issue du bénéfice, jusqu'à ce que cette réserve légale issue de bénéfice et issue du capital atteigne la moitié du capital action. C'est fait. Donc il n'y a plus besoin d'attribuer. Il n'y a plus besoin d'attribuer une partie, de conserver une partie du bénéfice dans l'entreprise. Voilà, c'est ce qu'on a dit. On est légal. Donc ça, c'est chaque fois à vérifier. D'ailleurs, l'organe de révision doit le vérifier aussi et attester dans son rapport si la proposition du conseil d'administration qui est faite à l'Assemblée générale respecte les dispositions légales. Voilà. L'Assemblée générale décide. Sur la base de la décision de l'Assemblée générale, on va, mais je vous laisse un petit moment quand même pour faire la question 2, journaliser cette répartition, puis ensuite, question 3, on montrera les capitaux propres juste après cette répartition, pour terminer avec la 4. Je vous laisse quelques minutes pour journaliser cette répartition du résultat. Elle est facile. Oui. Je suis pas sûr juste de comprendre un truc dans cette opération. C'est attribuer 0 à la réserve légale du bénéfice. On n'attribue donc rien. Ah, Ouais. On n'attribue donc rien. ok. J'aurais pu préciser de ne rien attribuer. Ah, j'ai compris. Ouais. Attribuer 0, c'est-à-dire que la réserve légale vaut 0. Ah non, de répartir 0. Ah, c'est parfait. Non, on va voir, cette réserve, elle reste à 500 000. Vous voyez, qu'est-ce qu'on doit faire sur la base? Oui. On doit d'abord attribuer le résultat des Ah ben oui. J'enlève les couleurs. ce sera Vous voyez, ce résultat de l'exercice, il va devoir disparaître. On ne le veut plus. L'année prochaine, on veut partir de 0. Au bilan, hein, résultat du bilan. Perte et profit, on ne touche plus. On est l'année suivante et on répartit ce 215 000. Oui, on va le mettre à 0. Et l'attribuer, au résultat reporté. ben oui, là-dedans.
Oui, résultat reporté, c'est bien ce que ça veut dire, du résultat qu'on reporte. Alors, vous avez pris la première écriture. Sur la base du procès-verbal de l'Assemblée générale, le résultat du bilan, il est mis à 0. Attribué, viré, transféré dans un autre compte de fonds propres qui s'appelle résultat reporté. Puis ensuite, réserve légale issue du capital, 250 000. Je diminue cette réserve. Distribuer des dividendes, c'est diminuer les fonds propres, ces réserves librement disponibles, et contrepartie, une dette. Oui, dividende à payer. L'Assemblée générale a décidé de prévoir ce dividende, donc cette dette. Est-ce qu'il y a un impôt anticipé? Vous savez que s'il y a dividende, il y a un impôt anticipé. 35% doivent être payés au fisc. Mais ici, si les conditions légales sont satisfaites, elles le sont, il n'y a pas d'impôt anticipé. Ces conditions, elles sont très claires. Il faut que, d'abord, on distribue cette réserve légale issue du capital, c'est-à-dire issue d'une prime à l'émission, un peu comme avant, Cadillo qui apportait les 100 000 de primes. Il faut que ce poste soit indiqué clairement, distinctement au bilan, donc là il y a un formalisme, qu'elle soit constituée après 1996, c'est le cas, et que chaque fois qu'on la constitue, ça c'est très important, on communique à l'administration fédérale des contributions à Berne, l'impôt anticipé, comme quoi on a cette réserve qui répond formellement, oui, on accepte tel montant comme n'étant pas imposable. Donc il faut vraiment cette procédure, cette attestation du fisc, comme quoi elle n'est pas imposable, cette réserve. Ça veut dire qu'on ne prélève pas d'impôt anticipé et ça veut dire que l'actionnaire ne sera pas imposé là-dessus. Vous voyez, quand vous avez des grosses réserves issues du capital, ça devient important. Quand vous versez le dividende, ce n'est pas un problème, vous diminuez votre dette. 9 800 actions, il y en a un qui n'a pas venu chercher pour 5 000. Eh bien, il viendra plus tard. Regardez, il est toujours dans la dette. 250 au crédit, 245 au débit. Il est toujours dans la dette. Puis le jour où il vient, il a 5 ans, après il y a prescription, on soldera la dette. Contrepartie, liquidité, on paye. Alors, je termine vite, parce que c'est déjà dit. Le capital action, après décision de l'AG, on ne fait pas forcément ce bilan en pratique, mais je le montre pour montrer l'impact du dividende. Le capital action n'a pas bougé. La réserve légale issue du bénéfice non plus. La réserve légale issue du capital, elle a baissé de 250 000, puisque c'est le dividende, puisque maintenant c'est une dette. Le résultat reporté monte de 215, mais le bénéfice au bilan baisse de 215. Vous voyez, cette opération, elle est neutre. Et globalement, vos fonds propres, globalement, baissent de 250 000 le montant du dividende. Et c'est l'Assemblée générale qui est seule compétente pour décider la répartition du résultat, notamment ce dividende. Voilà, rappelez-vous l'impact de ce dividende. D'abord, la fiscalité du dividende. Impôt anticipé, 35%, ou pas d'impôt anticipé, sous condition, c'est celle qu'on a vue là. C'est une décision qui revient uniquement à l'Assemblée générale, ce versement de dividendes, sur proposition du conseil d'administration. Cette proposition doit être vérifiée par l'organe de révision. Oui. Du coup, on peut éviter l'impôt Oui. seulement si ça vient de réserve légale issue du capital. Exactement. C'est exactement ça. Seulement si vous débitez, comme on l'a vu là, la réserve légale issue du